Il est vrai que dans les années 1990, pour des raisons bien connues de tous, notre pays était au bord de l'effondrement après la disparition de l'Union soviétique. Plusieurs ambassades ont été fermées, dont une dizaine en Afrique. Beaucoup de choses ont changé depuis lors. Sous le président Poutine, lorsque la Russie s'est renforcée, lorsqu'elle a retrouvé sa propre identité et la compréhension du rôle qu'elle devait continuer à jouer dans le monde, nous avons commencé à revenir en Afrique. L'année dernière, 2 ambassades ont été réouvertes. Cette année, nous en rouvrirons 2 autres et en ouvrirons une nouvelle. Il est prévu d'ouvrir encore 3 autres ambassades. Autrement dit, d'ici quelques années, 8 ambassades de Russie seront de retour sur le continent africain. Encore un point important qui a une profonde signification stratégique, c'est que l'Afrique connaît un second réveil. À l'époque de la décolonisation, nous nous en souvenons tous, et aujourd'hui, si nous regardons la carte de l'Afrique, on voit que les frontières y ont été tracées à la règle. Aucun des colonisateurs ne s'était soucié de savoir qui était d'un côté comme de l'autre de cette ligne droite. Ils ont divisé les groupes ethniques. Prenons le Rwanda et le Burundi, où il s'agit des Hutus et des Tutsis. C'est encore le cas aujourd'hui, même en Algérie, que vous avez mentionné, et au Mali. Il y a une ligne droite, et les Touaregs vivent des 2 côtés de la frontière. Ils ne s'entendent pas très bien entre eux, en partie parce qu'on les monte les uns contre les autres. Nous essayons d'organiser ces processus d'une manière plus ordonnée. À une certaine époque, l'Union africaine, dans sa grande sagesse, a décidé qu'il ne fallait pas redessiner les frontières existantes pour l'instant. Les choses se sont passées ainsi, il faut l'accepter. Sinon, le continent aurait risqué de sombrer dans un chaos durable, aux conséquences très graves. C'est à mon avis une position juste. Le fait est que, malgré la décolonisation, l'Afrique n'a pas encore acquis une pleine autonomie. C'est un constat. Je me souviens, par exemple, de nos déplacements à différentes réunions du G20 ou à d'autres forums internationaux. Dans plusieurs grands pays africains, il était tout simplement impossible de ravitailler l'avion de notre délégation. Il fallait recourir à toutes sortes de stratagèmes, négocier avec des bases militaires, car la plupart des stations de ravitaillement dans les aéroports du continent appartiennent à des compagnies transnationales occidentales. Et ces compagnies refusaient de fournir du carburant aux avions gouvernementaux russes. Aujourd'hui, on voit bien que l'Afrique cherche à bâtir ses propres structures. Pas seulement au sein de l'Union africaine, où les discussions restent souvent assez générales, mais aussi à travers des institutions concrètes, comme la Banque africaine d'import-export, à laquelle nous participons sous un statut particulier. De nouveaux programmes d'investissement voient le jour. L'Afrique ne veut plus se contenter d'exporter ses matières premières. Elle veut désormais les transformer sur place, avec notre appui.